Une superstar aux millions de fans qui met sa notoriété au service de marques. Nous ne sommes pas dans la télé-réalité d'aujourd'hui, mais en 1880. Sarah Bernhardt, actrice de théâtre au succès mondial, mondaine exubérante, fut la première influenceuse rémunérée de l'histoire. Tout était excessif, toujours beaucoup et toujours trop avec Sarah Bernhardt. Sarah Bernhardt est d'abord une des premières superstars, grâce à ses prestations de comédienne. Mais c'est aussi une sculptrice au sens des affaires aiguisées. Elle a l'idée, quand elle va en tournée, les premières tournées qu'elle fait, c'est de vendre les statuettes qu'elle a fait réaliser de ses œuvres. Elle les emporte dans ses bagages et elle les vend, en particulier à Londres, ce qui est aussi très mal perçu par les autorités. Elle est vraiment extrêmement indépendante et elle a envie de faire ce qui lui plaît. En 1880, elle claque la porte de la Comédie Française et part en tournée aux États-Unis. Elle ira aussi en Russie, en Australie, en Amérique du Sud. Elle se produit pourtant en français, mais on vient admirer sa voix, sa gestuelle théâtrale. Sa renommée a rarement été atteinte à l'époque. Sans la prévenir, son impresario associe son image à des publicités, alors que l'affiche est un canal de communication nouveau. Donc elle s'aperçoit par exemple qu'on parle d'elle à propos de pipes, à propos de cigares, à propos de parfums, ça c'est mieux, les gants, tout devient Sarah Bernhardt. Et quand elle s'en aperçoit, elle se dit « mais je suis une bête de foire ». Et l'impresario rectifie en disant « pas du tout, c'est comme ça que vous allez avoir du public et qu'on va vous connaître ». Elle s'est d'abord un peu scandalisée et après elle a complètement fonctionné. Des dépliants annonçant ses pièces listent les références de ses vêtements. Comme la réclame attire du public à ses représentations, tout cela lui rapporte gros. À la Comédie Française, elle gagnait 400 francs par représentation. Aux États-Unis, son impresario lui annonce 5000 francs par soir. Elle en aura jusqu'à près de 20 000, environ 20 fois le salaire annuel d'un cheminot à l'époque. Ses gains sont dilapidés par ses dépenses frénétiques lorsqu'elle rentre en France, alors elle repart régulièrement en tournée. Sarah Bernhardt voyage avec des centaines de paires de chaussures et une quarantaine de malles en tournée. Il y avait des vêtements absolument magnifiques. Lorsqu'elle arrive à New York, par exemple, et que la douane ouvre toutes ces malles, il y a des couturières qui sont là et elles sont absolument émerveillées et effondrées. C'est tellement beau qu'elles pensent qu'elles, couturières, elles ne seront jamais capables de réaliser d'aussi belles robes. Elle avait toute possibilité de mettre ces malles dans un pullman qui la suivait et où elle avait toute sa troupe, elle dormait, elle faisait sa cuisine, enfin bon. C'était une chef d'entreprise quelque part. Elle était quand même extrêmement indépendante, c'était une femme libre. Cette mondaine au bras long cherche la notoriété par le scandale, qui inspire d'ailleurs son surnom. La scandaleuse adopte les codes d'une drama queen. Elle se fait renvoyer une première fois de la Comédie Française pour avoir giflé une sociétaire. Elle a un enfant du prince Henri de Belgique, mais plutôt que de lui annoncer, elle répand des rumeurs. Le père serait Victor Hugo ou Léon Gambetta. Excentrique, elle attise les curiosités par son goût pour le macabre. La photo commence à se démocratiser et elle pose allongée dans un cercueil. L'affaire fait grand bruit. Dans son appartement parisien aux murs drapés de satin noir, elle expose un crâne humain. Sarah Bernhardt surfe sur les tendances, comme les animaux exotiques, une lubie en vogue dans l'aristocratie à l'époque. Elle possède un alligator, un lion, puis un puma. Elle recevait beaucoup des amis et elle adorait évidemment tenir cet animal en laisse, le voir grimper éventuellement sur le genou d'un pauvre invité qui transpirait énormément. À 66 ans, l'actrice, très au fait du pouvoir de l'image, se lasse du vieillissement de ses traits. Elle entreprend alors une chirurgie esthétique aux États-Unis, une technique peu répandue, puis un deuxième lifting par Suzanne Noël, pionnière française de la chirurgie esthétique. La gloire continue. Malgré son amputation de la jambe droite suite à une tuberculose osseuse, elle joue assise sur scène. À 70 ans, elle est acclamée par les soldats de la Grande Guerre, devant qui elle joue sur le front. C'était une femme d'un courage extraordinaire. Sa volonté de continuer à travailler la mettait en fait tout à fait à part. Après sa mort en 1923, Jean Cocteau créera une expression pour la décrire, « monstre sacré ».